Plus tard, le prince Alide, plongé dans ses pensées, se méfiait de quelque chose. Il confia donc à son fidèle Térou, Zéphirus, la tâche de surveiller Néri de près. Une intuition lui soufflait qu'elle envisageait de le quitter. Pendant ce temps, dans les couloirs du palais, Néri avançait, entourée de ses prêtresses. Elle murmurait que le prince héritier ne prendrait jamais le risque de faire de l'invité Marcella sa deuxième femme, surtout après l'irrespect qu'elle avait montré à son Altesse. Soudain, Néri, les entendant, interrompit leur conversation et leur disait que personne ne pouvait prévoir avec certitude ce que ferait le prince. Surprise par sa réaction, les prêtresses la rassuraient que le prince Alide tenait à elle et qu'il ferait tout pour renvoyer l'invité indésirable. Néri, impassible, répliqua que, même si c'était vrai, Marcella resterait sans doute plus longtemps, qu'elle soit choisie comme deuxième femme ou non. Elle expliqua que Marcella appartenait à une lignée ayant servi les grands prêtres et prêtresses de la terre depuis des générations. La seule raison de sa présence auprès du prince Alide tenait au désir du conseil de réconcilier Suaref et Kazek, et Marcella était l'instrument de cette paix fragile. Néri considérait cette méthode futile, convaincu qu'il ne s'agissait que d'une question de temps avant que Alide ne prenne une autre femme. Après tout, elle jouait juste un rôle en tant qu'épouse du prince héritier et il ne lui restait que 6 mois. Peu importe ce qui suivrait, cela ne serait plus de son ressort. Les larmes brillaient dans ses yeux. Marcella interrompit ses pensées, l'appelant en s'avançant vers elle. Néri, les sourcils froncés, lui demanda pourquoi elle se trouvait seule, sans ses gardes. Marcella répondit d'une voix hésitante qu'elle venait présenter des excuses à son Altesse. Son comportement avait été déplacé et elle regrettait profondément son attitude. Néri lui répondit que la nuit était froide et qu'il se faisait tard. Elle la pria de rejoindre ses appartements, promettant de discuter le lendemain. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, Marcella lui saisit les mains, les larmes aux yeux. Avec une voix tremblante, elle avoua que plus elle tardait à présenter ses excuses, plus le poids de la culpabilité l'écrasait. Attendre jusqu'au lendemain lui semblait irrespectueux. Puis, d'un ton hésitant, elle demanda si la princesse héritière accepterait de s'excuser auprès du prince héritier en son nom. Néri, retirant lentement ses mains, demanda calmement pourquoi Marcella formulait une telle demande. Celle-ci répondit, presque en murmurant, qu'elle ignorait où se trouvaient les appartements du prince héritier. Fixant Marcella, Néri devina aisément ses intentions. Pourtant, avec un sourire léger, elle lui demanda si elle souhaitait vraiment rendre visite au prince à cette heure tardive. Marcella, embarrassée, répéta qu'attendre ne ferait qu'empirer les choses et rendre le pardon incertain. Marcella insista pour obtenir la permission de présenter ses excuses pour son comportement odieux. Néri, d'abord silencieuse, finit par lui dire qu'elle pouvait lui indiquer le chemin des quartiers du prince, mais que le pardon dépendrait uniquement de ce dernier. Après avoir montré la direction, Néri s'éloigna avec ses prêtresses, laissant Marcella derrière elle. Cette dernière, en l'observant partir, remarqua les artefacts magiques de contraception autour de ses poignets et se demanda pourquoi Néri les portait si leur relation était si solide. Un sourire malicieux se dessina sur ses lèvres, comme si une mauvaise idée venait de germer dans son esprit. Quelques jours plus tard, Néri se rendit de nouveau au village pour soigner les habitants. Cette fois, Sana l'accompagnait. Il lui proposa de porter les plantes médicinales qu'elle avait avec elle et demanda s'il pouvait faire autre chose pour l'aider, l'appelant prêtresse. Les paroles de Alide résonnèrent dans l'esprit de Néri. Il avait promis de trouver immédiatement le chemin des bidonvilles s'il découvrait qu'elle était partie sans Sana. Elle songea qu'elle devait se réjouir qu'il ne perturbait pas du tout son travail. Sana, remarquant son regard pensif, lui demanda si elle lui en voulait de l'avoir suivi jusqu'au village. Elle le rassura, affirmant qu'il était au contraire très utile et qu'il avait prouvé sa valeur à plusieurs reprises. Cependant, Sana, voyant l'air triste de Néri, ne put s'empêcher de lui demander si l'invité du prince Alide l'inquiétait. Il s'excusa d'outrepasser son rôle de soldat, mais il s'inquiétait pour elle, la trouvant plus abattue que d'habitude. Néri se disait que prétendre qu'elle n'était pas préoccupée par Marcella serait un mensonge.
Ce n'était pas vraiment de la jalousie, mais quelque chose dans toute cette affaire lui semblait trouble. L'attitude de Marcella, ses émotions, tout était trop extrême. Réfléchissant, Néri se demandait pourquoi cette situation paraissait si étrange. Ce n'était pas comme si elle jouait un rôle. Ses pensées la ramenèrent à cette nuit-là quand le prince Alide s'était présenté dans sa chambre, lui disant qu'il l'avait patiemment attendue en tant qu'époux, qu'elle revienne dans ses appartements, et voulut savoir si elle avait apprécié sa promenade, mais Néri était restée silencieuse. Alide, curieux, voulut savoir ce qui la tracassait. Elle répondit que ce n'était rien, mais qu'elle avait simplement redirigé son invité Marcella vers ses quartiers, comme elle le lui avait demandé. Pourtant, à ce moment-là, elle réalisa qu'elle aurait dû lui dire que le prince serait là. Le prince Alide éclata de rire, mais Néri, perplexe, lui demanda ce qu'il trouvait si amusant. Il répondit en souriant qu'il lui semblait incroyable que sa propre femme acceptait de rediriger une autre femme vers la chambre de son mari. Néri, le visage sérieux, précisa qu'il s'agissait de son invité et que Marcella n'était pas n'importe qui. Alide s'approcha alors, caressa tendrement sa joue et murmura qu'il comprenait combien la situation était désagréable. Cependant, pour le moment, il devait garder Marcella près de lui afin de découvrir la vérité. Il lui demanda de patienter, promettant de tout lui révéler une fois qu'il aurait obtenu les réponses qu'il cherchait. De retour à la réalité, Néri se demandait quand ce moment arriverait enfin. Elle ne se voyait pas rester passive plus longtemps. Elle devait s'impliquer, trouver un moyen de comprendre ce qui se passait réellement. Plongée à nouveau dans ses pensées, elle fut soudain interrompue par Sana, qui la mettait en garde, lui conseillant de ne pas s'aventurer plus loin. Néri, apercevant des créatures au loin, demanda si c'était à cela que ressemblaient les mutants. Plus tôt dans la journée, avant de partir pour le village, Sana avait demandé à la princesse Néri si elle s'était déjà autant approchée des frontières. Elle lui répondit qu'elle ne pouvait pas dire qu'elle l'avait fait, expliquant qu'elle gardait toujours la tête baissée dans les bidonvilles. Sana, rassurée, fit un léger sourire, mais Néri, intérieurement, se rappelait bien sûr de son excursion près des frontières. Elle se souvenait de ce moment où son Teru lui avait expliqué que la barrière protégeait le royaume et qu'elle ne devait pas s'en approcher. Elle avait alors été fascinée par le comportement des mutants de l'autre côté, immobiles à sa vue. Intriguée, elle s'était demandé pourquoi ces créatures ne tentaient pas de les attaquer ou de franchir la barrière. Leur comportement déconcertant était bien différent des récits terrifiants qu'elle avait entendus. Néri demanda à Sana s'il existait quelque chose que les mutants redoutaient ou qui permettrait de les repousser. Sana, le visage grave, répondit qu'il craignait de la décevoir, mais ces créatures n'avaient plus la moindre trace d'émotion humaine. Surprise, Néri voulut savoir si les mutants ne redoutaient même pas la magie de purification. Sana expliqua que, bien que les mutants sachent que les runes de purification pouvaient les anéantir, cela ne les empêcherait pas d'attaquer sans la moindre hésitation. Néri, pensive, se demandait ce qui pouvait bien motiver un tel comportement. Si ce n'était pas la barrière de purification magique qui avait été érigée. Elle avait besoin d'en apprendre davantage. Cependant, si Sana découvrait qu'elle s'était déjà aventurée aussi près des frontières, le prince Alide risquerait de mettre un terme à ses excursions. Elle soupira en y pensant, se disant qu'elle devait être patiente et attendre le bon moment. Alors qu'il marchait dans les couloirs du palais, Sana s'arrêta brusquement. Néri, intriguée, s'apprêtait à lui demander la raison de cet arrêt soudain quand elle aperçut le prince Alide accompagné de Marcella. Celle-ci tenait le prince par le bras. Alide, ayant remarqué la présence de Néri, l'appela par son prénom. Une tension palpable s'installa immédiatement entre eux. Sana, immobile, remarqua les regards qu'ils s'étaient lancés tous les deux. Néri fit volte-face, changeant brusquement de direction, estimant que cette situation ne nécessitait pas son intervention. Elle s'apprêtait à s'éclipser quand le prince Alide la rattrapa, saisissant sa main pour la retenir. Surpris, il lui demanda où elle allait. Néri, déconcertée, répondit qu'il semblait engagé dans une discussion importante et qu'elle ne voulait pas le déranger. Alide, caressant sa joue, plongea son regard dans le sien. Il lui murmura qu'il n'existait aucune conversation au monde dont elle serait exclue. Cependant, il ajouta qu'il avait l'impression qu'elle lui cachait beaucoup de choses ces derniers temps.
Se rapprochant davantage, Alid lui confia qu'il devait malheureusement partir pour une réunion. Mais avant de s'éloigner, il lui chuchota à l'oreille qu'il espérait la revoir plus tard le soir. De son côté, Marcella observait la scène, son visage s'assombrissant à mesure que la jalousie la rongeait. Intérieurement, elle bouillonnait, trouvant la situation de plus en plus insupportable. Quelques jours plus tard, Neri se trouvait avec les jumeaux. Elle racontait à Lana qu'elle avait récemment visité les bidonvilles avec Sana. À cette nouvelle, Lana saisit son frère par le col et le secoua brusquement, exigeant de savoir pourquoi il avait accompagné la princesse à sa place. Elle rappela qu'elle était celle qui avait retrouvé le cercle magique, alors pourquoi Sana avait-il lui été promu? Sana, tentant de se défendre, lui rappela qu'elle avait déjà obtenu le plus haut grade d'assistant auprès de son Altesse. Neri, les observant se chamailler, leur demanda alors s'ils pensaient que le prince Alid allait bien ces derniers jours. Sana, perplexe, répondit que le prince semblait en pleine forme la veille encore, avant de demander si quelque chose la préoccupait à son sujet. Neri souria doucement, admettant qu'elle avait simplement remarqué à quel point Alid semblait accaparé dernièrement. Elle se rappela comment, chaque matin, il se levait très tôt pour partir. En surface, leur relation restait inchangée, mais elle ne pouvait ignorer les légers décalages que seule semblait percevoir. Bien qu'ils partagent toujours leur nuit comme autrefois, elle se surprenait à se réveiller en pleine nuit pour le voir boire seul, des moments autrefois réservés à leur intimité. Une froideur s'était glissée entre eux. Neri réalisa que peut-être Alid ressentait aussi cette distance, cette paix apparente qui, lentement, les poussait vers une fin inévitable. Revenant à la conversation, elle répondit aux jumeaux, avec un sourire, qu'elle était heureuse d'apprendre que Alid se portait bien. Enfin, l'opportunité qu'elle guettait s'était finalement présentée sous la forme d'une malédiction. Un soldat, terrifié, était arrivé avec l'un de ses camarades, désormais infecté, suppliant la prêtresse de sauver son ami. Il expliqua qu'il avait voyagé longtemps pour retrouver la fameuse prêtresse de la pluie, implorant Neri de sauver la vie de son compagnon. Sana, alarmée, demanda au soldat comment il avait pu amener un mutant au village. C'était son devoir de soldat de l'éliminer. Le soldat, en larmes, rétorqua qu'il ne s'agissait pas d'un mutant mais de son ami. Il racontait qu'ils étaient en pleine conversation quand soudain, son camarade avait été pris de convulsions. Sana insista pour que Neri retourne immédiatement au palais et alerte les forces de défense. Il craignait que la mutation de l'homme n'ait déjà commencé. Au même instant, le soldat à terre fut à nouveau secoué par des convulsions et son corps commença à se transformer. Il se redressa et attaqua son ami qui, désespéré, lui demandait s'il se sentait mieux, lui promettant qu'une guérisseuse était là, prête à le sauver. Sana ordonna que le soldat infecté soit isolé, mais la situation dégénérait rapidement. Soudain, le terru de Neri apparut, utilisant son pouvoir pour dresser une barrière d'eau autour du soldat muté. Il avertit la princesse que la malédiction était trop avancée et que la barrière ne tiendrait pas longtemps. Neri, d'une voix déterminée, répondit que quelques minutes suffiraient. Sana, paniquée, cria à son Altesse de ne pas s'approcher car c'était bien trop dangereux. La scène attira l'attention de tous les villageois, stupéfaits. Ils murmurèrent, se demandant si Sana avait vraiment appelé la prêtresse de la pluie son Altesse. Neri, résolue, laissa tomber sa capuche, dévoilant son visage. Elle s'excusa brièvement auprès de Sana, lui assurant que tout était sous contrôle et que cela ne lui prendrait que quelques instants. Sana, bien que résignée à la laisser agir, ne pouvait s'empêcher de penser que les pouvoirs de son Altesse étaient devenus terriblement puissants, mais le danger était quand même présent. Neri, déterminée, se préparait à accomplir ce pourquoi elle s'était inlassablement entraînée, affronter la malédiction des mutants. Alors qu'elle s'apprêtait à franchir la barrière, la petite fille qui l'avait accompagnée lors de ses précédentes aventures dans les bidonvilles lui prit la main. Elle la supplia de la laisser l'accompagner, comme toujours, affirmant qu'elle avait attendu ce moment toute sa vie. Surprise, Neri la fixa, réalisant qu'elle avait toujours su que cet enfant n'était pas ordinaire. Pourtant, elle ne s'attendait pas à voir une telle absence de peur face à un mutant. Il lui semblait qu'elle avait encore bien des mystères à découvrir sur elle, mais pour l'heure, leur priorité était de sauver le soldat.
Gardant la main de la petite fille dans la sienne, elles franchirent ensemble la barrière. Face aux soldats en pleine transformation, Néri remarqua qu'il ne les attaquait pas. Il se contentait de les fixer, grognant comme s'il avait quelque chose à dire. Elle invoqua son pouvoir, émettant une lumière aveuglante, et déclara qu'elle lui offrait maintenant une chance de se révéler. Bien avant que l'ancienne impératrice Ramétis ne sauve l'Empire, et bien avant que les royaumes du feu, de l'air et de la terre ne soient anéantis par les mutants et fusionnés avec la tribu des eaux pour former l'Empire d'Irina, il y avait une histoire oubliée de tous. Les 3 royaumes, ancêtres d'Irina, avaient mené une guerre qui dura plus de 100 ans. La tribu de l'eau, bien que sans territoire propre, possédait une force extraordinaire et devint l'objet de convoitises. Lorsque les féroces conflits prirent fin et que les 3 royaumes triomphèrent, ils ne s'arrêtèrent pas là. Ils entreprirent d'éradiquer les survivants de la tribu de l'eau, capturant adultes et enfants. Exilés de l'autre côté, dans une terre où la langue leur était étrangère et où la magie avait disparu depuis longtemps, les membres de la tribu furent confrontés à une brutalité sans précédent. Au milieu de ce désespoir, le dernier chaman, l'épine dorsale spirituelle de la tribu et veuve du chef tué au combat, entendit des mots fatidiques résonner dans son esprit. Ce n'était pas suffisant. En effet, la longue guerre avait conduit les 3 rois à la folie. Les conflits incessants avaient asséché leur désir de bataille. Ils aspiraient désormais à des torrents de sang et à des cris déchirants. Enragé, le dernier chaman clama que toute la terre avait été baignée de rouge, mais insatisfait, il promettait encore plus de sang. Elle invoqua la colère des dieux et lança un sort maléfique. Les terres seraient à jamais souillées de sang, les morts innombrables, et tant que les descendants des rois vivraient, la malédiction ne pourrait jamais être lavée. Le sort transforma tous les morts en mutants. Néri, perdu dans ses pensées et immergé dans cette histoire ancienne, fut brusquement ramené à la réalité par son terru, qui attira son attention sur le soldat infecté. Elle remarqua que le soldat était décédé, mais son terru lui expliqua qu'elle avait réussi à le purifier. La petite fille qui l'accompagnait la consola en lui disant de ne pas se laisser abattre. Elle venait d'accomplir ce que personne avant elle n'avait réussi, sauf la précédente impératrice Ramétis. Avec admiration, elle ajouta que ses pouvoirs étaient véritablement incroyables. Intrigué, Néri demandait à la petite fille qui elle était vraiment. Mais tout à coup, le prince Alide, apparaissant sur le dos de son terru après avoir observé la scène, il se plaça devant Néri et lui disait que son excursion devait s'achever là. Néri, surprise de voir le prince Alide, resta figé, l'esprit occupé par les paroles de la petite fille. Alide, tendant le bras, l'invitait à le suivre au palais. Hésitante, Néri redoutait de devoir partir sans connaître la vérité. Ce n'était pas le genre de bonheur qu'elle recherchait. Alors qu'elle s'apprêtait à le suivre, la petite fille réapparut derrière elle, la suppliant de lui permettre de lui révéler son destin, ce qu'elle avait tant désiré. Le prince Alide s'approcha pour la toucher, mais Néri le repoussa. Alide, perplexe, lui demanda ce qu'elle faisait, mais le terru de Néri intervint, utilisant son pouvoir pour les empêcher de la suivre. Il se dissipa avec Néri et la petite fille, laissant Alide l'appeler en vain. Néri se demanda si elle rêvait. Elle avait la sensation d'être immergée sous l'eau, mais elle respirait sans difficulté. Cette sensation lui semblait familière, un écho du passé lorsqu'elle avait rencontré le prince calife pour la première fois. Des fragments d'images et de souvenirs envahirent son esprit comme si elle vivait ces moments. Elle vit la princesse Ignare interroger son père sur une relique sacrée qu'elle lui avait envoyée, une relique qui avait réagi de manière inédite. Son père expliquait que cette réaction signifiait qu'il fallait trouver la prêtresse de la pluie sur le champ. Elle vit la princesse Néfer également affirmer que la prêtresse de la pluie était le sauveur tant attendu, celui qui sauverait la nation. Néri, stupéfaite, observait ces images défiler. Elle aperçut aussi la grande prêtresse de l'eau, Métis, déclarant que peu importe les efforts du prince héritier pour l'arrêter, personne ne pourrait empêcher le sacrifice du sauveur,
elle disait que cela s'était déjà produit par le passé avec Ramétis, sa propre mère, et avec la précédente fiancée du prince Alide. Métis ajoutait que tant que le sauveur resterait aux côtés du prince héritier, il partagerait le même destin. Néri s'interrogeait sur la signification de ces visions. La petite fille qui l'avait suivie du village apparut à nouveau et expliqua que les choses grandioses commençaient souvent petites, banales et insignifiantes, mais ne restaient jamais telles. Avant de disparaître, elle disait à Néri qu'elle l'attendrait jusqu'à ce qu'elle comprenne entièrement ce qu'elle devait savoir. Elle disparut à nouveau, laissant Néri seule avec des pensées confuses. Les mots « sauveur »,« destin »,« sacrifice » tournaient en boucle dans son esprit, sans qu'elle puisse en saisir le sens. Bien qu'elle ait fait des découvertes importantes, leur signification lui échappait. Une seule certitude persistait. Leur destinée semblait diamétralement opposée à la liberté qu'elle avait toujours désirée. Néri se réveilla en sursaut, cherchant à comprendre où elle se trouvait. Elle réalisa qu'elle était de retour au palais, son Théru veillant à ses côtés, lui demandait si tout allait bien. Les souvenirs de sa vision la frappèrent de plein fouet, lui rappelant la réalité de son destin si elle restait auprès du prince Alide. Elle ordonna à son Théru de la conduire immédiatement auprès du prince. Dans la cour du palais, le prince Alide déambulait, préoccupé. Le bruit des pas derrière lui attira son attention. Il se retourna pour découvrir Néri, visiblement calme. Il lui demanda où elle avait été. Néri, les yeux emplis de détermination, expliqua à Alide qu'elle avait besoin de lui pour mettre fin à leur contrat. Elle se disait que depuis leur première rencontre, elle sentait qu'elle avait déjà perdu sa liberté.